Ma fille a offert à son beau-père une croisière de luxe de 15 000 € pour la fête des pères et m'a jeté un billet de loterie froissée de 2 € comme à un mendiant. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce bout de papier sans valeur allait devenir ma vengeance de 120 millions d'euros contre 20 années de traitement comme un parent de seconde classe. Je fixai le billet de loterie froissé sur ma table de cuisine, encore humide du marc de café d'où je l'avais sauvé de la poubelle 3 heures plus tôt. Les numéros étaient à peine lisibles à travers les taches et les plis. 7, 14, 23, 35, 42 et numéro complémentaire 18. Les mêmes numéros qui venaient d'être annoncés aux informations du soir comme valant 120 millions d'euros. Mes mains tremblaient alors que je tenais le billet à la lumière pour la 5e fois en 10 minutes. Il n'y avait pas d'erreur. Ce cadeau de fête des pères sans valeur, que ma fille Camille avait jeté sur la table avec tant de mépris, était le billet gagnant. Le même billet qu'elle avait acheté avec l'argent qu'elle avait volé sur mon compte bancaire, puis revendiqué la moitié de la propriété avant même que j'aie gratté la surface. Mais je prends de l'avance. Laissez-moi vous raconter comment tout ce gâchis a commencé. Car le billet de loterie n'était que la dernière insulte dans un schéma d'irrespect qui se construisait depuis 20 ans. Mon nom est Charles Dubois, et jusqu'à il y a 3 jours, j'étais un enquêteur d'assurance retraité vivant tranquillement à Lyon. Je pensais avoir élevé ma fille pour qu'elle devienne une meilleure personne que celle qu'elle était devenue. Je me trompais sur beaucoup de choses, mais j'avais raison sur une. Parfois, les cadeaux les plus précieux arrivent déguisés en ordures. Le restaurant que Camille avait choisi pour notre brunch de fête des pères était le genre d'endroit où ils facturent 28 € pour des œufs bénédicts et où les serveurs se présentent avec leurs histoires de vie. Nappe blanche, verre en cristal et une atmosphère d'élégance fabriquée qui faisait paraître mon simple blazer bleu marine inadéquat. J'arrivais 15 minutes en avance, comme c'était mon habitude, et demandai une table près de la fenêtre. L'hôtesse, une jeune femme avec le sourire pratiqué qui vient de traiter avec des clients exigeants, me conduisit à une table pour 6 personnes. 6 personnes pour un brunch de fête des pères semblait optimiste pour un homme dont l'unique enfant appelait à peine 2 fois par mois. Mais Camille avait insisté pour que nous ayons de la place pour toute la famille. Eric arriva en premier, mon gendre depuis 8 ans, portant un costume qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle. Il avait le genre d'apparence artificiellement parfaite qui vient d'un soignement coûteux et d'une confiance illimitée. Sa poignée de main était ferme de cette manière calculée que les vendeurs prospères perfectionnent, et son sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Charles, content de te voir », dit-il en s'installant dans la chaise en face de moi, avec l'autorité désinvolte de quelqu'un habitué à prendre le contrôle de chaque situation. Camille est en retard de quelques minutes. Tu sais comment elle est avec ses cheveux. Je savais, effectivement, comment elle était avec ses cheveux. Je savais aussi comment elle était avec la ponctualité, la responsabilité, et traitait son père avec un respect élémentaire. Mais je hocha la tête et fis une conversation polie sur le temps pendant que nous attendions. Les parents d'Éric arrivèrent ensuite, Guillaume et Marguerite Moreau, tous deux habillés comme s'ils assistaient à une réunion du conseil d'administration plutôt qu'à un brunch familial. Guillaume possédait une chaîne de concessionnaires automobiles prospère à travers le Rhône-Alpes, et Marguerite avait retraité d'une carrière lucrative dans l'immobilier. Ils avaient le genre de confiance désinvolte qui vient de la richesse générationnelle et du statut social. « Charles, comment ça va? La retraite te traite bien ?» dit Guillaume, m'entendant une malle qui portait une montre coûteuse et une bague universitaire qui captait la lumière du matin. « Je ne peux pas me plaindre, » répondis-je, bien que j'aurais pu mentionner la solitude, le revenu fixe ou la façon dont mon arthrite me faisait mal les matins pluvieux. Au lieu de cela, je souris et acceptai le baiser d'air de Marguerite, notant comment ses bijoux scintillaient même dans l'éclairage subtil du restaurant. Camille arriva finalement avec 25 minutes en retard, faisant son entrée avec le genre de flair dramatique qu'elle avait perfectionné au théâtre du lycée. Elle portait une robe de créateur que je reconnus des publicités de grands magasins, et ses cheveux étaient effectivement parfaits. Coiffée en vagues lousses, qui encadraient son visage comme une couverture de magazine. « Désolé, dit-elle en se penchant pour embrasser ma joue. Son parfum était cher et accablant, le genre de fragrance qui annonce sa présence de l'autre côté de la pièce. Tu connais la circulation du dimanche. » Je savais que la circulation du dimanche à Lyon était pratiquement inexistante. Mais je savais aussi qu'il valait mieux ne pas défier Camille quand elle était en mode performance complète. Elle s'installa à côté d'Éric, tendant immédiatement sa main à la sienne dans le genre de démonstration publique d'affection qui semblait toujours plus pour le spectacle que pour un sentiment authentique. La conversation pendant le brunch suivit son schéma habituel.
Eric domina avec des histoires sur ses dernières victoires de vente, utilisant des termes comme synergie et changement de paradigme, qui sonnaient impressionnants mais ne signifiaient rien. Marguerite discutait de son travail caritatif avec le genre de name-dropping désinvolte qui établissait ses références sociales. Guillaume partageait des aperçus sur le marché automobile avec l'autorité de quelqu'un habitué à être la personne la plus intelligente de la pièce. Camille contribua avec des mises à jour sur son travail à temps partiel dans la galerie-boutique du centre-ville, bien qu'elle passait plus de temps à discuter des personnalités des artistes que de leur œuvre réelle. Elle avait un master en histoire de l'art qu'elle n'avait jamais vraiment utilisé pour quelque chose de substantiel, et un fonds fiduciaire de l'estime de sa mère qui lui avait permis de traiter le développement de carrière comme un passe-temps intéressant plutôt qu'une nécessité. Et moi, j'écoutais. Je hochais la tête au moment approprié. Je riais aux jeux de Eric, qui n'étaient pas drôles, et mon trait d'intérêt pour les galas de carité de Marguerite, qui semblait insupportablement prétentieux. Je jouais le rôle du père reconnaissant d'être inclus dans cette obligation mensuelle qui passait pour une connexion familiale. L'échange de cadeaux eut lieu après que nous ayons fini de manger, quand la table avait été débarrassée, sauf pour les tasses à café et la gêne persistante qui accompagnait toujours ces rassemblements forcés. « Nous avons quelque chose pour toi, papa », annonça Camille avec la voix particulière qu'elle utilisait quand elle voulait que tout le monde fasse attention à sa générosité. Elle fouilla dans son sac à main surdimensionné et en sortit une enveloppe épaisse avec plusieurs documents. Je l'ouvrais quelque curieusement, conscient que tout le monde à la table observait ma réaction. À l'intérieur, il y avait un forfait touristique complet. Vol en première classe à Barcelone, une croisière méditerranéenne de 14 jours avec des escales à Rome, Athènes et Santorin, et des hébergements d'hôtel à Madrid pour 3 jours après la croisière. L'itinéraire était magnifique, présentant des hébergements de luxe et des visites guidées de sites historiques dont je rêvais de visiter depuis mes cours d'histoire de l'art à l'université il y a 40 ans. La valeur totale, discrètement listée au bas de la confirmation de réservation, était de 13 247 €. « C'est incroyable, » dis-je. Et je le pensais vraiment. La générosité était écrasante, le genre de cadeau qui représentait des mois de planification et un investissement financier significatif. « Camille, c'est trop !»« Rien n'est trop pour mon papa », répondit-elle, rayonnant de la satisfaction de quelqu'un qui venait de faire un grand geste. « Tu as travaillé si dur toute ta vie et tu mérites de voir le monde. » Eric hocha la tête avec approbation, son bras autour des épaules de Camille dans un geste de soutien matrimonial. « Nous avons pensé que tu apprécierais l'histoire et la culture. De plus, tu auras beaucoup de temps pour te détendre et profiter. » Guillaume et Marguerite sourirent avec le genre d'approbation qui venait de reconnaître un comportement filial approprié. C'était exactement le genre de choses qui avait l'air bien quand on en discutait lors de rassemblements de country club et d'événements caritatifs. J'étais vraiment touché, plus ému que je ne l'avais été depuis des mois. Le cadeau représentait non seulement de l'argent, mais de la réflexion, de la planification et la reconnaissance de mes intérêts et désirs. Pendant un moment, je me sentis comme un vrai père célébré par une fille qui se souciait vraiment de mon bonheur. Puis Camille se tourna vers les parents d'Eric avec le même flair dramatique qu'elle avait utilisé pour son entrée. « Et pour Guillaume, dit-elle en sortant une autre enveloppe, nous savons combien vous avez voulu faire cette tour culinaire en Toscane. » Guillaume ouvrit son cadeau avec la même attention prudente que j'avais utilisée et son sourire s'élargit en lisant les documents. Vol en première classe vers Florence, une tour guidée de 10 jours à travers la région viticole d'Italie avec des dégustations privées et des cours de cuisine et des hébergements de luxe dans des monastères convertis et des villas historiques. L'étiquette de prix sur ce cadeau que j'aperçus brièvement alors que Guillaume partageait l'itinéraire était de 18 000 €. « C'est extraordinaire !» dit Guillaume, sa voix portant une émotion génuine. « Marguerite et moi parlons de cette tour exacte depuis 3 ans. Nous voulions nous assurer que vous obteniez l'expérience VIP complète, chef privé, sommelier personnel, tout. » Marguerite joignit ses mains ensemble de joie, planifiant déjà quoi emballer pour les dégustations de vin en Chianti. « Camille, chérie, c'est si réfléchi. Tu sais combien nous aimons la cuisine italienne. » Le contraste ne m'échappa pas. Guillaume recevait la version premium du voyage européen, complète avec des guides privés et des expériences de luxe. Je recevais un forfait croisière magnifique mais standard. La différence de coût était de près de 5 000 €, mais plus important, la différence de réflexion était évidente pour quiconque faisait attention. Mais je mis ces sentiments de côté, me concentrant sur la gratitude au lieu de la comparaison. J'avais reçu un cadeau incroyablement généreux,
Plus que je n'attendais et plus que je ne méritais probablement. La dernière chose que je voulais était de paraître ingrat ou mesquin. « Merci à vous deux », dis-je sincèrement, tendant la main à travers la table pour serrer celle de Camille. « Cela signifie plus pour moi que vous ne le savez. » C'est alors que l'expression de Camille changea légèrement, comme elle le faisait quand elle était sur le point de livrer des nouvelles qui ne seraient pas entièrement bienvenues. « Il y a juste une petite chose, papa, » dit-elle, sa voix prenant le ton prudent qu'elle utilisait quand elle voulait amortir un coup. « Nous avons dû booker ton voyage pour octobre parce que c'est là que nous pouvions obtenir les meilleures offres. Mais la tour de Viaume est en septembre et nous avons pensé qu'il serait bien que tu puisses nous aider avec juste une petite partie du coût de ton voyage. Juste temporairement, jusqu'à ce que nous puissions déplacer un peu d'argent. » Je le fixais, traitant la demande. Il voulait que je paie pour une partie de mon propre cadeau de fête des pères, non seulement cela, mais il voulait que je paie pour une partie de mon cadeau pour qu'ils puissent se permettre de donner à leur beau-père un cadeau plus cher. Le fait est que, ajouta-t-elle rapidement, sentant mon hésitation, nous avons tout réservé et mis des acomptes. Si nous annulons maintenant, nous perdrons des milliers en pénalité. Guillaume et Marguerite avaient l'air mal à l'aise. Que ce soit par embarras face aux manigances financières ou par inquiétude que leur voyage soit affecté, je ne pouvais pas le dire. « Bien sûr, dis-je, car que puis-je dire d'autre ? Je peux transférer l'argent demain. »« Tu es le meilleur, papa, » dit Camille, se penchant pour embrasser ma joue à nouveau. « Je savais que tu comprendrais. » Le reste du brunch passa dans un flou de conversation forcée et de ressentiment croissant. Je souris, je hochais la tête et je jouais le rôle du père reconnaissant pendant qu'intérieurement je calculais les mathématiques cruelles de la situation. On me demandait de payer 3 000 € pour mon propre cadeau de 13 000 € parce que ma fille puisse se permettre de donner à son beau-père un cadeau de 18 000 €. Mais la véritable insulte vint alors que nous nous préparions à partir. « Oh, j'ai presque oublié !» dit Camille, fouillant encore dans son sac à main. « J'ai pris quelque chose de stupide pour toi à la station-service en venant ici. » Elle sortit un billet de loterie froissé, le genre qu'ils vendent dans les stations-service pour 2 €. Le papier était déjà froissé et déchiré à un coin, clairement une pensée après coup achetée pendant un arrêt pour de l'essence ou du café. « Je sais que ce n'est rien comparé au voyage, » dit-elle avec un rire qui sonnait forcé même pour elle. « Mais j'ai pensé, on ne sait jamais, non ? Peut-être que tu auras de la chance. » Elle jeta le billet à travers la table vers moi où il atterrit à côté de ma tasse à café comme un morceau de détritus. Le geste était si désinvolte, si dédaigneux, que cela ressemblait à une gifle. « Si tu gagnes, » ajouta-t-elle avec un autre rire, « souviens-toi que la moitié est à moi puisque je l'ai acheté. » Le commentaire fut délivré comme une blague, mais tout le monde à la table l'entendit. Guillaume leva légèrement un sourcil, le sourire de Marguerite devint tendu, Éric bougea mal à l'aise dans sa chaise. « Camille, » dis-je sincèrement, « c'est un cadeau. »« Je sais, » répondit-elle en agitant sa main de manière dédaigneuse. « Je plaisante seulement. En fait, quelque peu. Je veux dire, techniquement, je l'ai acheté avec mon argent. Donc, légalement parlant... » Elle s'interrompit, mais l'implication resta suspendue dans l'air comme la fumée d'un feu qui n'avait pas été correctement éteint. Même comme une blague, le commentaire révélait ses vrais sentiments sur la générosité et l'obligation. Je ramassai le billet de loterie et le glissai dans mon portefeuille, sans regarder les numéros. À ce moment, il représentait tout ce qui n'allait pas dans la relation avec ma fille. Négligent, irréfléchi, et donné avec des conditions attachées. Le trajet de retour du brunch fut un voyage à travers des rues familières qui semblaient soudain étrangères. J'avais parcouru cette route du restaurant à ma maison des dizaines de fois, mais aujourd'hui, chaque point de repère semblait chargé d'une nouvelle signification. Le parc où j'avais appris à Camille à faire du vélo, la bibliothèque où nous avions passé des matins de samedi à lire ensemble, le glacier où nous avions célébré sa remise de diplôme du lycée. Tous ces souvenirs semblaient maintenant creux, ternis par la réalisation croissante que, quelque part en chemin, j'avais élevé une fille qui me voyait comme une obligation plutôt qu'une personne digne de respect. Ma maison se trouvait au bout d'une rue tranquille bordée de chênes que j'avais regardé grandir de jeunes arbres à des géants imposants au cours des 30 dernières années. C'était une modeste coloniale à 2 étages, avec des volets bleus et un porche où je passais les soirées d'été à lire et regarder les enfants du quartier jouer dans leur cour. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé. Propre, organisé et profondément silencieux. L'enveloppe cadeau de Camille était posée sur ma table de cuisine comme une pièce à conviction de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. L'itinéraire de croisière méditerranéenne avait l'air beau dans la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers mes fenêtres.
Mais il se sentait différent maintenant, compliqué par la connaissance que je payerais pour une portion de mon propre cadeau de fête des pères. Je me fis une tasse de café et m'assis pour vraiment examiner ce que Camille m'avait donné. Les détails de la croisière étaient impressionnants. Cabine avec balcon, tous les repas inclus, visite guidée de ruines antiques et galeries d'art de la Renaissance. Dans d'autres circonstances, j'aurais été ravi par la réflexion et la générosité. Mais je ne pouvais pas arrêter de penser à la comparaison avec le cadeau de Guillaume. Les 5 000 € supplémentaires de valeur n'étaient pas seulement une question d'argent. C'était une question de considération. La tour de Guillaume était soigneusement adaptée à ses intérêts spécifiques pour le vin et la cuisine. Ma croisière, bien que belle, se sentait plus générique, quelque chose choisi dans la section « Destination populaire » d'un site web de voyage. Et puis, il y avait la demande de 3 000 €, livrée si désinvolte qu'elle semblait répéter. Combien de temps avait-il planifié cette conversation ? L'avait-il discuté au préalable, élaborant des stratégies sur quand et comment me demander de financer une partie de mon propre cadeau de fête des pères ? Je sortis le billet de loterie et le regardai correctement pour la première fois. Les numéros étaient imprimés dans ce format familier de loterie. 7, 14, 23, 35, 42. Numéro complémentaire 18. Chiffre aléatoire, qui ne signifie rien pour moi. Acheté dans une station-service comme une pensée après coup et remis avec le dédain désinvolte de quelqu'un jetant de la monnaie à un mendiant. « Souviens-toi que la moitié est à moi », résonnait la voix de Camille dans ma mémoire. Même comme une blague, le commentaire piquait. Quel genre de personne donne un cadeau et revendique immédiatement la propriété de tout bénéfice potentiel ? Quel genre de fille traite les cadeaux de son père comme une propriété communautaire ? Je pliai le billet et le mis dans mon portefeuille à côté de mon permis de conduire et de mes cartes de crédit. À ce moment, il valait exactement 2 €, mais il représentait quelque chose de beaucoup plus précieux. Un symbole parfait de la façon dont ma fille me voyait vraiment. Ce soir-là, j'appelai ma banque et organisai un transfert de 3 000 € vers la compte de Camille. La représentante du service clientèle était efficace et professionnelle, traitant la transaction sans aucun du poids émotionnel que l'argent portait pour moi. « Y a-t-il autre chose avec lequel je peux vous aider aujourd'hui, monsieur Dubois ?» demanda-t-elle. « Non, » dis-je. Mais ce n'était pas tout. Alors que je raccrochais, je réalisais que quelque chose de fondamental avait changé dans ma relation avec ma fille. Le brunch de fête des pères avait tiré un cure-d'eau sur des dynamiques que j'ignorais depuis des années. Ce n'était pas la première fois que Camille me demandait de l'argent. Au cours des 5 dernières années, il y avait eu un flux constant de demandes. Aide pour un acompte de notre maison, assistance pour l'expansion d'affaires d'Éric, contribution à leur fonds de vacances. J'avais toujours dit oui, reconnaissant d'être nécessaire et heureux d'aider ma seule enfant à construire une vie successful. Mais aujourd'hui, ce sentait différent. Aujourd'hui, on m'avait demandé de payer pour mon propre cadeau de fête des pères, pour qu'il puisse se permettre de donner à quelqu'un d'autre un meilleur. Aujourd'hui, on m'avait remis un billet de loterie, comme un pourboire pour un bon service, et on m'avait dit que la moitié de tous les gains appartenaient au donneur. J'ai passé cette soirée à parcourir de vieux albums photos, essayant de déterminer quand Camille avait changé de l'enfant réfléchi dont je me souvenais en l'adulte ayant droit qu'elle était devenue. Les photos racontaient une histoire de transformation graduelle. La petite fille aux yeux brillants qui m'avait fait des cartes de fête des pères à la main, l'adolescente qui avait travaillé à temps partiel pour m'acheter des cadeaux d'anniversaire, l'étudiante qui appelait chaque semaine juste pour prendre des nouvelles. Seulement, quelque part entre la remise de diplôme universitaire et le mariage, cette personne avait été remplacée par quelqu'un qui voyait les relations en termes de transactions et d'obligations. Quelqu'un qui pouvait demander de l'argent pour payer pour sa propre générosité sans aucun sens apparent d'ironie ou de honte. Je me couchais ce soir-là en me sentant plus vieux que mes 66 ans, alourdi par la réalisation que j'avais permis ce comportement pendant des années sans le reconnaître. Chaque fois que j'avais dit oui à une demande financière, chaque fois que j'avais accepté l'irrespect désinvolte avec un sourire, j'avais enseigné à Camille que j'étais une ressource à gérer plutôt qu'une personne à respecter. Le billet de loterie était dans mon portefeuille comme un rappel de tout ce qui n'allait pas dans notre relation. 2 € de faux espoirs, donnés avec un dédain si désinvolte que cela se sentait comme une insulte déguisée en générosité. Je n'avais aucune idée que ce bout de papier sans valeur deviendrait le catalyseur de la confrontation la plus dramatique de ma vie. Je me réveillais à 6h30 comme chaque matin depuis 8 ans de retraite. La routine était réconfortante dans sa prévisibilité. D'abord le café, puis les nouvelles du matin, suivi d'un petit déjeuner de flocons d'avoine et de fruits frais. Plaisir simple qui remplissait les heures tranquilles d'une vie largement vécue en solitude.
Les nouvelles locales commencèrent avec une histoire sur la construction routière sur l'A6, suivie de mises à jour sur les discussions budgétaires du conseil municipal et un reportage sur une nouvelle exposition au musée des Beaux-Arts de Lyon. J'écoutais à moitié, tout en relisant l'itinéraire de croisière, essayant de retrouver un peu d'enthousiasme pour le voyage malgré les complications d'hier. Les prévisions météorologiques promettaient un ciel clair et des températures dans la moyenne des 20 degrés. Parfait pour le jardinage que j'avais prévu pour l'après-midi. J'avais des tomates qui avaient besoin d'être tutorées et des plates-bandes qui nécessitaient un désherbage. Travail physique qui aiderait à éclaircir mon esprit des frustrations d'hier. Je remplissais ma tasse de café quand les résultats du tirage de loterie passèrent à la télévision. Le jackpot de loterie d'hier soir a atteint 120 millions d'euros, annonça la présentatrice avec le genre de livraison joyeuse qui fait sonner d'énormes sommes d'argent aussi ordinaires que les bulletins météo. Les numéros gagnants sont 7, 14, 23, 35, 42, avec le numéro complémentaire 18. La tasse de café glissa de ma main, se brisant contre le sol de la cuisine dans une explosion de céramique et de café chaud. Je fixais l'écran de télévision, mon cœur martelant contre mes côtes, alors que la présentatrice répétait les numéros. 7, 14, 23, 35, 42, avec le numéro complémentaire 18. Ces numéros étaient gravés dans ma mémoire du coup d'œil désinvolte d'hier sur le billet de loterie. Je saisis mon portefeuille avec des mains tremblantes, sortant le papier froissé que Camille avait jeté à travers la table comme des ordures. Ils étaient là, imprimés dans ce format familier de loterie. 7, 14, 23, 35, 42. Numéro complémentaire 18. Chaque numéro correspondait parfaitement. Je m'effondrais dans ma chaise de cuisine, fixant le billet avec incrédulité. La blague de 2 € que ma fille avait jetée avec tant de mépris, la pensée après coup qu'elle avait revendiquée à moitié avant même que je regarde les numéros, valait 120 millions d'euros. 120 millions d'euros! J'appelais la ligne de vérification de loterie avec des doigts tremblants, suivant les invites automatisés pendant que mon esprit luttait pour processer ce qui se passait. La voix mécanique confirma ce que je savais déjà mais ne pouvais pas tout à fait croire. Les numéros gagnants pour le tirage d'hier soir sont 7, 14, 23, 35, 42, avec le numéro complémentaire 18. Le jackpot estimé est de 120 millions d'euros. Je raccrochais et regardais ma cuisine modeste avec de nouveaux yeux. Les appareils dépassés que je voulais remplacer depuis des années, le sol en linoléo au musée qui montrait chaque écrafure et tache, la table simple où je prenais mes repas solitaires. Tout semblait soudain surréel. Les bureaux de la Française des Jeux semblaient plus intimidants que prévu quand j'entrais avec mon billet gagnant de 120 millions d'euros. Mais ce qui m'attendait à l'intérieur n'était pas seulement de la paperasse et des félicitations, c'était le début d'une guerre familiale qui exposerait 20 ans de mensonges, de manipulations et le vrai coût de l'argent du sang. Les bureaux de la Française des Jeux en centre-ville de Lyon étaient plus impressionnants que je ne l'avais attendu. Vert et acier s'élevant vers les nuages gris de Mars, avec du personnel de sécurité et une atmosphère d'affaires sérieuse qui faisait paraître mon simple costume bleu navin approprié pour la première fois depuis semaines. Je tenais fermement le billet de loterie dans une pochette plastique, mes paumes suandaient malgré l'air frais du matin. Après 3 jours d'éviter les appels et regarder ma fille révéler sa vraie nature, j'étais finalement prêt à rendre ça officiel. Monsieur Dubois, l'officiel de loterie, une femme professionnelle nommée Madame Chen, souriant et examinant mon billet à travers la pochette protectrice. « C'est toute une histoire. Trouvé dans votre poubelle ?» Jeté par colère, j'admis. Ma fille l'a acheté comme un cadeau de fête des pères, mais les circonstances étaient compliquées. Madame Chen hocha, sans jugement, plaçant le billet sous une sorte de scanner spécialisé. « Nous voyons toutes sortes de situations ici. L'important est la vérification, et je suis ravi de vous dire, monsieur Dubois, que c'est effectivement un billet gagnant. » Les mots semblaient résonner dans l'espace de bureau stérile. Je serrai les accoudoirs de ma chaise, craignant de pouvoir m'envoler. Cependant, continua Madame Chen, notre processus de vérification prend 48 heures pour les prix de cette ampleur. Nous devons confirmer l'authenticité du billet à travers plusieurs mesures de sécurité, préparer la documentation légale et organiser le processus de paiement.
Je hochai la tête d'un air hébété, signant des papiers et fournissant une identification, traitant à peine la cascade d'informations sur les taxes, les options de paiement et les procédures de publicité. Au moment où je quittais le bureau de loterie, ma tête tournait avec des chiffres et de la terminologie juridique. Mais un fait restait cristallin. Je valais 120 millions d'euros. Le trajet de retour à la maison passa dans un flou de rues familières qui semblaient soudain étrangères. Tout avait l'air pareil. L'épicerie du coin où j'avais fait mes courses pendant 30 ans, le jardin de roses de Madame Dupont qui fleurissait chaque printemps comme une horloge, l'école primaire où Camille avait appris à lire et s'était fait des amis et était devenue la personne que je pensais connaître. Mais je me sentais comme un visiteur extraterrestre observant la vie de quelqu'un d'autre. La modeste maison coloniale à 2 étages, au bout de la rue du Chêne, avait été mon foyer pendant 3 décennies, mais aujourd'hui, elle se sentait comme un abri temporaire que je dépassais déjà. J'étais à la maison depuis moins d'1 heure quand la voiture de Camille crissa dans mon allée avec le genre d'urgence agressive qui suggérait qu'elle avait conduit ici directement de quelques conversations qui l'avaient finalement convaincue d'arrêter de jouer. Elle éclata à travers ma porte d'entrée sans frapper, son visage rouge d'excitation et quelque chose qui ressemblait dangereusement à du désespoir. « Papa, j'ai entendu parler de la loterie », annonça-t-elle, vibrant pratiquement d'énergie. « Une femme au bureau d'Éric connaît quelqu'un qui travaille à la commission. Elle a vu ton nom sur la liste des gagnants. » Je restais assis à ma table de cuisine, les papiers officiels de loterie étalés devant moi comme des preuves dans un procès. « Bonjour Camille. » « Ne me dis pas bonjour, dit-elle, ses yeux scannant les documents avec une précision laser. « Comprends-tu ce que cela signifie? Nous sommes millionnaires. Tu te souviens de ce que j'ai dit? La moitié est à moi. » La vitesse avec laquelle elle était passée du salut à la revendication de propriété était à couper le souffle même pour quelqu'un qui avait passé 3 jours à la regarder révéler ses vraies priorités. « C'était un cadeau, Camille, dis-je calmement. Tu ne peux pas reprendre cadeau? » Son expression changea, l'excitation cédant la place à quelque chose de plus dur et plus calculateur. « Nous avions un accord, papa. Tout le monde à ce dîner m'a entendu le dire. Des témoins légaux. »« Tu as jeté ce billet vers moi comme des ordures, dis-je doucement. Tu l'as acheté avec l'argent que tu as volé de mon compte. Il n'est jamais été question de partager quoi que ce soit. »« Volé ?» Sa voix monta dans le ton indigné qu'elle avait perfectionné adolescente. J'ai utilisé l'argent de la famille pour un but familial, et maintenant tu essaies de me tricher de ce qui m'appartient légitimement. Je me levai lentement, sentant chacune de mes 66 ans dans mes articulations, mais me sentant plus fort que depuis des mois. Ce qui t'appartient légitimement? Tu veux dire l'argent du billet de loterie sans valeur que tu as jeté à travers la table comme des miettes pour un chien? Je n'ai... Tu as fait, l'interrompis-je. Tu as donné à ton beau-père un voyage de 18 000 € en Italie, puis tu m'as demandé de payer 3 000 € pour mon propre cadeau de fête des pères, afin que tu puisses te permettre ta générosité envers quelqu'un d'autre. Puis tu m'as jeté un billet de loterie froissé et as immédiatement revendiqué la moitié de tout gain potentiel. Le visage de Camille devint pâle, puis rouge. Ce n'est pas comme ça que c'est arrivé. C'est exactement comme ça que c'est arrivé, et nous le savons tous les deux. Pendant un moment, elle ressemblait à la petite fille qui pleurait autrefois quand elle cassait quelque chose de précieux, génuinement repentive et cherchant le pardon. Mais alors, son expression se durcit en quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Un calcul froid mélangé à une cupidité désespérée. « Papa, soyons réalistes ici, » dit-elle, sa voix prenant le ton que Éric utilisait lors de ses discours de vente. « Ce sont 120 millions d'euros dont nous parlons, de l'argent qui change la vie. Tu ne peux pas gérer cette aubaine tout seul. Pourquoi? Parce que tu as 66 ans, tu vis seul et tu n'as aucune expérience dans la gestion de richesses sérieuses, dit-elle avec une honnêteté brutale qui coupait comme un couteau. Tu as besoin d'aide, aide professionnelle, aide familiale. De l'aide comme payée pour mon propre cadeau de fête des pères? Elle tressaillit mais insista. Cela était différent. Ceci concerne te protéger de faire des erreurs qui pourraient coûter des millions. Des erreurs comme ne pas comprendre les implications fiscales, les stratégies d'investissement, la planification successorale, riposta-t-elle. Papa, si tu essaies de gérer cela tout seul, tu vas perdre la moitié à cause de mauvaises décisions et de conseillers prédateurs. Je regardais ma fille, je la regardais vraiment, et vis une étrangère portant le visage de Camille.
La femme debout dans ma cuisine n'était pas l'enfant que j'avais élevé, ni la jeune adulte dont j'étais fier. C'était quelqu'un qui avait appris à voir les relations comme des transactions et les connexions familiales comme des opportunités commerciales. « Alors, que proposes-tu » demanda-je. Ses yeux s'illuminèrent de soulagement que j'étais enfin raisonnable. « Nous établissons un trust familial », dit-elle rapidement, comme si elle avait répété ce discours. « Partenaires égaux ? Je m'occupe de la gestion financière avec l'expertise commerciale d'Eric et tu peux profiter de l'argent sans t'inquiéter des trucs compliqués. Partenaires égaux dans mes gains de loterie. » « Dans nos gains de loterie, » corrigea-t-elle. « Papa, j'ai acheté ce billet. Légalement parlant, j'ai une créance sur l'argent, peu importe si c'était un cadeau ou non. » Et si je n'accepte pas ce partenariat? Son masque tomba complètement alors, révélant quelque chose de laid en dessous. Alors je devrais protéger mes intérêts par d'autres moyens. Comme quoi? Des moyens légaux, dit-elle. J'ai des témoins qui m'ont entendu revendiquer la moitié des gains avant même que tu vérifies les numéros. J'ai des relevés bancaires montrant que l'argent utilisé pour acheter le billet venait de notre accès de compte joint. J'ai un dossier, papa. La menace resta suspendue entre nous, dans l'air, comme la fumée d'un feu qui commençait tout juste à brûler. Ma fille me menaçait de me poursuivre pour la moitié de mes gains de loterie basés sur son rôle de donneuse de cadeaux. « Je vois », dis-je doucement. « Et c'est ce que tu penses que signifie la famille ? Poursuis tes leviers et diviser tout en deux comme une transaction commerciale ? C'est ce que je pense que signifie la survie, répondit-elle. Cet argent pourrait établir l'entreprise d'Eric pour la vie, payer notre maison, sécuriser notre avenir. Je ne vais pas laisser la sentimentalité nous coûter 60 millions d'euros. Je marchais vers ma fenêtre avant et regardais la rue où j'avais vécu pendant 30 ans. Des enfants faisaient du vélo sur le trottoir, leurs parents regardaient depuis les porches, avec le genre de confiance désinvolte qui vient de croire que le monde est fondamentalement sûr et juste. « Qu'est-ce qui est arrivé à Camille ?» demandai-je sans me retourner. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, quand es-tu devenu quelqu'un qui menace son père de poursuites concernant des cadeaux de fête des pères ? Quand t'es-tu transformé en quelqu'un qui voit les relations familiales comme des comptes de profit et pertes ? Quand j'ai grandi et réalisé que l'argent est la seule chose qui compte dans ce monde, dit-elle avec une honnêteté brutale. Quand j'ai appris qu'être gentil et reconnaissant et respectueux ne paie pas les factures ou ne sécurise pas l'avenir. Je me retournai pour la regarder, et pour la première fois des années, je vis ma fille clairement. Pas la petite fille dont je me souvenais, ou l'adulte accompli que j'avais espéré qu'elle devienne, mais la personne qu'elle était réellement. Quelqu'un qui avait appris à traiter l'amour comme une marchandise et la famille comme une entreprise commerciale. « Sors », dis-je doucement. « Papa !»« Sors de ma maison », répétai-je, plus forte cette fois. « Et ne reviens pas jusqu'à ce que tu te souviennes que certaines choses sont plus précieuses que l'argent. »« Tu fais une énorme erreur, » dit-elle, sa voix tremblant de colère et de désespoir. « J'essaie de t'aider et tu es trop têtu pour le voir. » Je vois tout très clairement pour la première fois en des années. Maintenant, va-t'en. Elle ramassa son sac à main avec des mouvements secs et en colère, son visage un masque de fureur frustrée. À la porte, elle se retourna avec une dernière tentative de manipulation. « Quand tu réaliseras que tu ne peux pas gérer cela seul, quand les avocats et comptables commenceront à tourner comme des vautours, n'attends pas que je te sauve. » Je ne le ferai pas. Je m'attendrai à ce que tu me poursuives à la place. Elle claqua la porte assez forte pour que les fenêtres tremblent, et j'écoutais sa voiture déchirée hors de mon allée avec la vitesse imprudente qui suggérait qu'elle planifiait déjà son prochain mouvement. Je me tenais dans ma cuisine soudainement silencieuse, entourée de papiers de loterie et des échos de la conversation la plus honnête que j'avais eue avec ma fille en 20 ans. Les 120 millions d'euros ne m'avaient pas changé, mais ils avaient révélé qui était Camille réellement, sous la façade d'affection filiale. Le téléphone a sonné dans l'heure. Eric. « Charles, je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu concernant la situation de loterie. » »« Pas de malentendu. Ta femme m'a menacé de me poursuivre pour la moitié de mon cadeau de fête des pères. Elle essaie juste de protéger les intérêts de la famille. Ce genre d'argent peut créer des problèmes s'il n'est pas géré correctement. » »« Il est géré correctement. Par moi. »« Charles, soyons réalistes.
Tu n'as jamais fait affaire à la gestion de patrimoine, planification fiscale, stratégie d'investissement. Camille et moi avons de l'expérience avec ces choses. De l'expérience comme me demander de payer pour mon propre cadeau de fête des pères? C'était un problème temporaire de flux de trésorerie. Et c'est un problème permanent de relation. Au revoir, Eric. Je raccrochais et débranchais mon téléphone fixe, puis éteignis mon pentabile. Pour la première fois des semaines, ma maison était complètement silencieuse. La période de vérification passa dans une bulle étrange d'isolation et de clarté. Je m'étais déconnecté du monde extérieur, me donnant l'espace pour penser sans la pression constante d'appels et de tentatives de manipulation. J'utilisais le temps pour rechercher tout ce que je pouvais sur les gains de loterie, les implications fiscales et les protections légales. Je consultais 3 avocats différents qui confirmèrent tous ce que je soupçonnais déjà. Camille n'avait aucune revendication légale sur mes gains indépendamment de son rôle de donneuse de cadeaux. Je passais aussi du temps à réfléchir à ce que je voulais faire de cette bénédiction inattendue. L'argent était plus que ce que je pourrais dépenser en plusieurs vies, mais il représentait aussi une opportunité de construire quelque chose de significatif, de créer un héritage qui reflète mes valeurs plutôt que la cupidité de Camille. Samedi matin, Madame Chen appela pour m'informer que le processus de vérification était terminé et que je pouvais réclamer mon prix quand je serais prêt. « Nous aimerions programmer une conférence de presse », dit-elle. « Les annonces de gagnants génèrent beaucoup de publicité positive pour la loterie. Je préférerais garder cela privé. Bien sûr, nous pouvons organiser une simple présentation de chèque avec une présence médiatique minimale. Je pensais aux menaces de Camille et des manipulations d'Éric, à la guerre familiale qui couvait sûrement dans leur foyer pendant qu'ils planifiaient leur stratégie légale. En fait, dis-je, faisons la conférence de presse complète. Je veux que ce soit aussi public que possible. Excellent. Que diriez-vous de lundi matin? Parfait. Le bureau de loterie bourdonnait d'activité quand j'arrivais. Les équipes de télévision ajustaient les équipements d'éclairage, les photographes testaient les angles et les officiels de loterie s'affairaient avec des presse-papiers et des documents officiels. Je me sentais comme un acteur qui avait erré sur le plateau de film de quelqu'un d'autre, mais j'étais aussi plus déterminé que jamais dans ma vie. « Monsieur Dubois », Madame Chen s'approcha avec un sourire chaleureux, « prêt à devenir célèbre ?» La cérémonie actuelle était étonnamment formelle. Une toile de fond avec le logo de la Française des Jeux, un chèque surdimensionné qui nécessitait 2 personnes pour le tenir et assez de flashs d'appareils photo pour illuminer un stade. Quand Madame Chen m'annonça comme le gagnant du jackpot de 120 millions d'euros, les applaudissements se sentirent surréalistes. « C'est certainement inattendu », dis-je dans le microphone, ma voix portant mieux que je l'avais espéré. « Je prévois d'utiliser cette bénédiction de manière responsable, d'aider les autres et de vivre avec dignité. » Les questions des journalistes vinrent rapidement. Comment cela faisait-il de gagner? Quels étaient mes plans? Alliais-je arrêter de travailler? J'ai répondu aussi honnêtement que possible, me concentrant sur la gratitude et la responsabilité plutôt que sur le drame familial qui m'avait amené ici. Puis, à travers la foule de personnel médiatique, je les ai vus. Camille et Eric se frayaient un chemin à travers l'assemblée, son visage rouge de détermination et de rage à peine contrôlée. Elle portait le genre de tenue qu'elle réservait pour les occasions importantes, une robe de designer qui coûtait probablement plus que ma pension mensuelle. « Arrêtez !» cria-t-elle, sa voix coupant à travers l'atmosphère professionnelle comme un couteau. « Tout le monde ici doit savoir que ce billet était à moi. Il vole sa propre fille !» Le personnel de sécurité bougea immédiatement, mais la voix de Camille porta par-dessus leur intervention. « Tout le monde ici doit savoir que cet homme est un voleur. J'ai acheté ce billet avec mon propre argent. » Je m'approchai du microphone, me sentant étrangement calme au milieu du pandémonium. « Mesdames et messieurs, » dis-je, ma voix coupant à travers le bruit. Ma fille fait référence à un cadeau de fête des pères qu'elle m'a donné la semaine dernière. Un billet de loterie qu'elle a jeté travers la table comme des ordures après m'avoir demandé de payer 3 000 € pour mon propre cadeau de fête des pères. La pièce devint silencieuse, sauf pour le clic-tic des obturateurs d'appareils photo capturant chaque moment de cette fonte familiale. Elle a jeté ça vers moi et a dit, et je cite, « Si tu gagnes, souviens-toi que la moitié est à moi. Je n'ai jamais accepté un tel arrangement. » Le visage de Camille devint blanc, puis rouge, alors qu'elle réalisait que chaque mot de cette confrontation était enregistré et diffusé. « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé !» protesta-t-elle, mais sa voix manquait maintenant de conviction. « C'est exactement comme ça que ça s'est passé !» dit une voix du fond de la pièce. Guillaume Moreau, le père d'Éric, se fraya un chemin à travers la foule avec le genre d'autorité tranquille qui commandait l'attention. Marguerite le suivait, tous deux ayant l'air comme s'ils préféraient être n'importe où d'autre dans le monde.
J'étais à ce brunch de fête des pères, annonça Guillaume à la pièce pleine de journalistes. J'ai été témoin de tout l'échange de cadeaux. Camille a donné à Charles un billet de loterie et l'a explicitement appelé son cadeau de fête des pères. Il n'y avait aucune négociation, aucun accord, aucun contrat verbal. C'était un cadeau pur et simple. L'attention médiatique se dirigea vers Guillaume comme un projecteur, et je vis quelque chose que je n'avais jamais attendu. Le père d'Éric prenant mon parti contre son propre fils. De plus, continua Guillaume, j'ai observé Camille jeter ce billet à travers la table avec un rire dédaigneux. Elle a alors immédiatement revendiqué la moitié de tout gain potentiel, traitant son propre cadeau comme une transaction commerciale. « Papa, qu'est-ce que tu fais » siffla Éric, mais Guillaume l'ignora. « Je dis la vérité » répondit Guillaume, quelque chose qui semble être en pénurie dans cette famille dernièrement. Camille regarda désespérément autour de la pièce, réalisant que sa confrontation publique avait échoué de manière spectaculaire. Au lieu de me mettre sous pression pour partager l'argent, elle avait créé un cercle médiatique qui la faisait paraître cupide et manipulatrice. « C'est une affaire de famille », dit-elle faiblement. « Ça devrait être traité en privé. »« Tu l'as rendu public quand tu as perturbé une conférence de presse, » répondis-je dans le microphone. « Et tu en as fait une affaire légale quand tu as menacé de me poursuivre pour la moitié de mon cadeau de fête des pères. » Les journalistes griffonnaient frénétiquement des notes, reconnaissant qu'ils étaient tombés sur une histoire beaucoup plus captivante qu'une annonce routinière de gagnant de loterie. « Monsieur Dubois !» cria un d'eux. « Que prévoyez-vous de faire avec l'argent ?» Je regardais directement Camille en répondant. « Je prévois de donner une partie importante à des organismes de charité qui aident les familles en crise. Des organisations qui comprennent la différence entre l'amour et la cupidité, entre la générosité et la manipulation. » « Et qu'en est-il de la revendication de votre fille ?»« Ma fille n'a aucune revendication légale sur l'argent d'un cadeau qu'elle m'a donné, » répondis-je. « Mais plus important, elle a démontré qu'elle valorise l'argent plus que les relations familiales. Cela m'a dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui elle est vraiment. » La sécurité réussit finalement à escorter Camille et Éric hors du bâtiment, mais pas avant que les caméras n'aient capturé chaque moment de leur humiliation. Pendant qu'ils étaient emmenés, j'entendis Camille crier des menaces concernant des poursuites et des actions légales qui sonnaient de plus en plus désespérées et creuses. Guillaume s'approcha de moi pendant que la conférence de presse se terminait. « Je vous dois des excuses, » dit-il doucement. « J'ai élevé Éric pour avoir de meilleures valeurs que cela. »« Vous n'êtes pas responsable des choix de votre fils adulte ?» répondis-je. « Peut-être pas, mais je suis responsable des miens. Ce qu'ils font est mal et je ne resterai pas là à regarder. » Après que les médias se soient dispersés et que les officiels de loterie aient terminé leur paperasserie, je m'assis seul dans ma voiture dans le garage souterrain, essayant de traiter ce qui venait d'arriver. En l'espace d'une heure, j'avais réclamé 120 millions d'euros, exposé publiquement la cupidité de Camille et regardé ma famille imploser à la télévision. J'aurais dû me sentir victorieux, mais principalement je me sentais vide. Ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé qu'un gain de loterie se sentirait. Dans mes fantasmes, il y avait eu de la célébration et de la joie, des rassemblements familiaux où tout le monde partageait la bonne fortune. En lieu de cela, j'avais appris que les personnes les plus proches de moi voyaient mon aubaine comme leur opportunité, ma bénédiction comme leur droit. Mais alors que je conduisais à travers les rues familières de Lyon vers la maison, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'étais libre. Libre de l'obligation de permettre l'égoïsme de Camille, libre de la nécessité d'acheter son affection avec un soutien financier, libre de l'illusion que notre relation était basée sur l'amour plutôt que sur l'influence. Le billet de loterie m'avait donné plus que de l'argent. Il m'avait donné de la clarté. Les défis légaux vinrent exactement comme Camille l'avait menacé, bien qu'ils soient encore plus pathétiques que je ne l'avais attendu. 3 cabinets d'avocats différents ont refusé de prendre son cas avant qu'elle trouve un avocat désespéré prêt à déposer une poursuite de harcèlement qui fut rejetée dans les 60 jours. La décision du juge était cinglante. La plaignante n'a aucune base légale pour revendiquer la propriété de gains de loterie d'un cadeau qu'elle a volontairement donné au défendant. De plus, la preuve suggère que cette action est motivée par la cupidité plutôt que par un grief légal légitime. Camille fait appel, bien sûr, et perdit encore. Le juge d'appel était encore plus direct. Cette cour ne ventilera pas de poursuites frivoles conçues pour extorquer de l'argent des gagnants de loterie basées sur des revendications de dons de cadeaux spécieuses. La couverture médiatique fut extensive et totalement défavorable à Camille. L'histoire d'une fille qui poursuivait son père concernant un billet de loterie de fête des pères devant une telle morale sur la cupidité familiale et les sentiments de droit. Les médias sociaux furent encore plus durs, avec des milliers de personnes partageant leurs opinions sur le caractère de Camille et les échecs parentaux.
L'entreprise d'Éric a souffert, alors que les clients commençaient à associer son nom au drama familial public. Plusieurs comptes majeurs l'abandonnèrent, citant des préoccupations concernant son jugement professionnel et ses valeurs familiales. Pendant ce temps, j'avais été occupé à construire la vie que je voulais vraiment. La Fondation Charles Dubois pour les crises familiales a été établie avec un financement initial de 50 millions d'euros, dédié à aider les familles à naviguer les difficultés financières sans détruire leurs relations. Nous fournissions des prêts à 0%, des services de médiation et des conseils financiers conçus pour prévenir le genre de conflits motivés par l'argent qui avait déchiré ma propre famille. J'avais aussi commencé une petite entreprise restaurant des voitures classiques, quelque chose dont j'avais rêvé pendant mes 40 ans dans l'assurance, mais n'avais jamais eu le courage de poursuivre. Le travail était satisfaisant d'une manière que l'argent seul ne pourrait jamais être, créer quelque chose de beau avec mes mains, tout en construisant des relations avec des clients qui appréciaient l'artisanat et l'intégrité. J'achetais un atelier à la périphérie de Lyon, embauchais 2 mécaniciens expérimentés qui partageaient ma passion pour les voitures vintage et passais mes journées entouré de l'odeur d'huile moteur et de la satisfaction de ramer des machines oubliées à la vie. L'argent était agréable, certainement. J'avais remboursé ma maison, amélioré mes appareils et mis de côté assez pour une retraite confortable. Mais le vrai trésor était la paix qui venait de vivre selon mes valeurs plutôt que selon les attentes des autres. Je pensais parfois à Camille, mais sans la douleur aiguë qui accompagnait autrefois ses souvenirs. J'avais entendu par des connaissances mutuelles qu'elle et Éric luttaient financièrement, en partie à cause des frais légaux de leur poursuite échouée et en partie à cause des dommages à la réputation d'Éric. Une petite partie de moi avait pitié d'eux, mais une plus grande partie reconnaissait qu'ils avaient fait leur choix et vivaient avec les conséquences. Je leur avais offert l'amour et la connexion familiale, et ils avaient choisi l'argent et les manœuvres légales à la place. Le billet de loterie était encore encadré dans mon bureau, à l'atelier de restauration automobile. Pas comme un trophée, mais comme un rappel que parfois les cadeaux les plus précieux viennent déguisés en ordures, et les leçons les plus nécessaires viennent emballées dans la douleur. Un jeudi soir, je fermais après avoir terminé la restauration d'une Camaro SS 1969 qui avait rouillé dans une grange pendant 20 ans. Le propriétaire, un vétéran du Vietnam nommé François, avait des larmes dans les yeux quand il vit la voiture de son père restaurée à sa gloire originale. « Cela signifie plus pour moi que vous ne le saurez jamais », avait-il dit, passant ses mains sur la peinture impeccable. « Mon père serait si fier. » C'est alors que je compris à quoi ressemblait la vraie richesse, la capacité de rendre à quelqu'un un morceau de son histoire, de restaurer non seulement des machines, mais des souvenirs, de construire des relations basées sur le respect mutuel et la passion partagée, plutôt que sur l'obligation financière. Je conduisis à travers des rues familières vers la maison qui se sentait à nouveau accueillante, passant devant l'épicerie de quartier où j'étais devenu ami avec la famille du propriétaire, passant devant le jardin de roses de Madame Dupont où j'avais aidé à tailler le week-end dernier, passant devant l'école primaire où je faisais maintenant du bénévolat comme tuteur de lecture. Mon téléphone sonna alors que je me garais dans mon allée. Numéro inconnu, mais je reconnus l'indicatif régional. « Monsieur Dubois ?» Une jeune voix féminine, nerveuse, mais déterminée. « C'est Jessica, la fille de Camille. Ma petite fille. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis la conférence de presse 6 mois auparavant. »« Jessica ? Comment vas-tu, chérie ?»« Je vais bien, » elle dit doucement. « Grand-père, je voulais appeler pour te dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé avec maman. Ce qu'elle a fait était mal et je ne suis pas d'accord avec rien de tout ça. » Jessica avait 22 ans, une récente diplômée universitaire qui avait toujours été plus réfléchie et de principe que ses parents. Entendre savoir ramener des souvenirs d'histoire au coucher et de fêtes d'anniversaire d'une petite fille qui croyait autrefois que son grand-père avait accroché la lune. « Tu n'as pas besoin de t'excuser pour les choix de ta mère, » dis-je doucement. « Peut-être pas, » répondit-elle. « Mais je dois m'excuser de ne pas me m'être opposé à elle. J'aurais dû t'appeler il y a mois. » « Tu appelles maintenant, c'est ce qui compte. »« Grand-père, est-ce que cela irait si je venais te voir parfois ? Tu me manques. » Je m'assis dans mon allée, regardant la maison où j'ai élevé Camille et observant le coucher du soleil peindre le ciel de nuances d'orange et d'or. « Tu es bienvenue à tout moment, Jessica. Tu seras toujours la bienvenue ici. » Après que nous ayons raccroché, je restai encore quelques minutes dans ma voiture,
en pensant aux secondes chances et à la différence entre la famille dans laquelle on est et la famille qu'on choisit de construire. Le billet de loterie m'avait coûté ma relation avec ma fille, mais il m'avait aussi libéré pour découvrir qui j'étais vraiment quand je n'étais pas occupé à permettre l'égoïsme de quelqu'un d'autre. Il m'avait montré que certaines personnes valoriseront toujours l'argent par-dessus les relations, mais il m'avait aussi révélé que d'autres, comme Guillaume Moreau et maintenant Jessica, comprennent la différence entre l'amour et l'influence. Je sortis de ma voiture et marchai vers ma porte d'entrée, passant devant le jardin où j'ai planté des fleurs qui fleuriront le printemps prochain, passant devant le porche où j'ai commencé à prendre du café avec des voisins qui étaient devenus de vrais amis. À l'intérieur, ma maison se sentait paisible d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis des années. Les murs portaient des photographies de personnes qui se souciaient de moi pour qui j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais provenir. La table de cuisine où j'avais autrefois mangé seul accueillait désormais des dîners réguliers avec des amis de la communauté de restauration automobile et des bénévoles de la fondation. Le billet de loterie m'avait coûté 120 millions d'euros, mais plus important, il m'avait appris que certains cadeaux valent plus que de l'argent et que certaines relations coûtent plus qu'elles ne le valent. Si vous avez appris quelque chose de mon histoire, j'espère que c'est cela. Soyez prudent avec qui vous confiez vos bénédictions, et ne laissez jamais personne vous convaincre que l'amour devrait venir avec une étiquette de prix. Certaines personnes vous verront toujours comme une opportunité plutôt qu'une personne, mais les bonnes personnes, celles qui valent le coup de garder dans votre vie, célébreront votre bonne fortune sans immédiatement calculer leur part. Le billet de loterie n'était que du papier et de l'encre, mais il a révélé le vrai caractère de tous autour de moi. Et à la fin, cette information valait bien plus que 120 millions d'euros. 1 an plus tard, je reçus une enveloppe par la poste sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une coupure de journal concernant le divorce de Camille et Éric, avec une note manuscrite. J'ai pensé que vous aimeriez savoir que Camille apprend finalement la différence entre l'amour et l'argent. Elle est fauchée, seule, et travaille dans un grand magasin. Éric l'a quitté pour quelqu'un avec de meilleures perspectives financières. Le karma a une façon de régler les comptes. G.M. Je lus la note 2 fois, puis la classai avec d'autres correspondances auxquelles je ne répondrai jamais. Certaines leçons ne peuvent être apprises que par l'expérience, et certains prix ne peuvent être payés qu'entièrement. J'espère que Camille trouvera son chemin de retour vers la personne qu'elle était autrefois. Mais je n'attendrai pas qu'elle le découvre. J'ai une vie à vivre, des voitures à restaurer et une fondation à diriger. La fondation Charles Dubois continue de prospérer et a déjà aidé plus de 200 familles à surmonter des crises financières sans détruire leurs relations. Mon atelier de restauration automobile est devenu un lieu de rassemblement pour des personnes partageant les mêmes idées qui apprécient l'artisanat et l'authenticité. Chaque matin, je me réveille dans ma maison modeste, entouré de vrais amis et de travail significatif. L'argent m'a donné du confort, mais la vraie richesse réside dans les relations que j'ai construites, des relations basées sur le respect, pas sur la dépendance financière. Jessica me rend visite régulièrement. Elle travaille maintenant pour une organisation à but non lucratif et a appris les valeurs que sa mère avait oubliées. Parfois, nous parlons de Camille, mais sans amertume, seulement avec la compréhension que certaines personnes doivent trouver leur propre chemin. Le billet de loterie encadré dans mon bureau me rappelle quotidiennement que les plus grands cadeaux viennent souvent dans l'emballage le plus modeste. Un billet de 2 € donné avec mépris est devenu la clé de ma libération. Si jamais vous vous trouvez dans une situation similaire, quand des membres de la famille interprètent votre générosité comme faiblesse ou voient votre amour comme une opportunité, pensez à mon histoire. Parfois, la décision la plus courageuse que vous puissiez prendre est de dire non à ceux qui vous exploitent et oui à une vie qui reflète vos valeurs. L'argent est passé, mais les leçons restent pour toujours. 120 millions d'euros m'ont acheté la liberté de découvrir qui je suis vraiment quand je ne suis pas occupé à maintenir la mauvaise famille. Et cette liberté, elle n'a pas de prix ? Le billet de loterie m'a enseigné que la chose la plus précieuse que vous pouvez gagner est la liberté de choisir qui mérite une place dans votre histoire. J'ai choisi sagement. Si vous avez apprécié cette histoire de justice et de vengeance ultime, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Vengeance Suprême et de laisser vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une situation familiale similaire ? Racontez-nous.
Cliquez sur la vidéo suivante pour une autre histoire choquante où le karma frappe et la justice triomphe. Chez Vengeance Suprême, nous croyons que chaque histoire mérite son moment de vengeance ultime. Restez à l'écoute pour plus d'histoires déchirantes qui prouvent que la bonté paie et que la trahison a son prix. Merci de regarder et rappelez-vous, la meilleure vengeance est une vie bien vécue.